Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va parler de Scalped, le polar ultra-violent de Jason Aaron et R.M. Guerra. Scalped, c'est une série en 60 numéros, parue chez DC Vertigo entre 2007 et 2012, écrite par Jason Aaron et dessinée par R.M. Guerra. En France, la série a d'abord été publiée par Panini Comics à partir de 2010, et puis en 2012, elle est passée chez Urban Comics à partir du tome 5 et jusqu'à la fin, au tome 10. Urban avait ensuite réédité l'intégralité de la série en 5 tomes entre 2016 et 2018. Et aujourd'hui, ils viennent de commencer la publication d'une nouvelle intégrale, cette fois en très grand format, dans la collection Urban. Un premier tome qui réunit les 3 premiers albums de la série, soit les 18 premiers numéros. Alors, non, j'ai pas encore craqué, tout simplement parce que pour l'instant j'ai pas le budget. Là on est quand même sur un tome à 45€, mais je pense que je risque quand même de craquer d'ici la fin de l'année, ne serait-ce que pour profiter des planches de R.M. Guerra en très grand format. Et puis parce que il faut bien reconnaître que mes trade paperbacks américains sont d'une qualité assez médiocre, avec un papier de pas très bonne qualité, qui met pas du tout en valeur le travail sur les couleurs de Lee Loughridge. Les blancs sont plutôt gris et les couleurs sont très ternes, même si, effectivement, en premier lieu, Loughridge il a opté pour une colorisation très sombre, mais qui colle parfaitement à l'ambiance du récit. Mais en attendant, cette nouvelle édition, ça me semblait être l'occasion idéale pour revenir sur cette série qui figure assez haut dans mon classement perso. Et j'en ai donc profité pour tout relire d'une traite, ce que j'avais plus fait depuis, je pense, une bonne dizaine d'années. Alors, dans le cadre de cette vidéo, je ne vais pas parler de l'ensemble de la série, mais uniquement des 18 premiers épisodes qui figurent donc dans le premier tome de cette intégrale. Et évidemment, je vais tâcher de le faire sans spoiler. Avant de commencer, on va juste rapidement resituer le contexte. En 2007, Jason Aaron, c'est un parfait inconnu dans l'univers des comics. À son actif, il compte à l'époque une unique mini-série, The Other Side, qui était parue quelques mois plus tôt, déjà en DC Vertigo. Et The Other Side, c'est une mini-série dessinée par Cameron Stewart. Alors il s'agit en fait d'un récit de guerre qui est un genre quand même assez peu représenté sous le label Vertigo. Et c'est une histoire qui raconte la guerre du Vietnam de 2 points de vue, celui d'un soldat américain et celui d'un soldat vietnamien. Et c'est une mini-série qui passera pas inaperçue, puisqu'elle sera nommée l'année suivante aux Eisner Awards dans la catégorie meilleure mini-série. Quant à R.M. Guerra, c'est un dessinateur serbe qui lui a commencé sa carrière en Europe dans les années 80. Il a aussi par la suite travaillé en France, notamment sur la série Le Lièvre de Mars. Et puis, aux États-Unis, il a publié une paire de récits dans le magazine Heavy Metal dans les années 90. Mais avec Scalped, c'est la première fois qu'il s'attaque à une série régulière et qui va l'occuper pendant plusieurs années. Alors, Guerra signe pas la totalité des épisodes de la série. Il va être remplacé sur quelques épisodes par d'autres artistes, comme on va le voir au fur et à mesure, mais il en réalise néanmoins la très grande majorité. Alors, venons-en à la série proprement dite. De quoi parle Scalped ? C'est une série qui va raconter l'histoire d'un lieu et de ses habitants. Le lieu, c'est la réserve indienne de Prairie Rose, dans le Dakota du Sud. Alors, une réserve indienne, en 2 mots, c'est un territoire des États-Unis réservé aux tribus amérindiennes, et on en trouve plusieurs centaines un petit peu partout à travers les États-Unis.
Et certaines d'entre elles sont vraiment pas des endroits où il fait bon vivre. C'est vraiment pauvreté, chômage, alcoolisme, quand bien même la vente d'alcool dans les réserves est interdite. Et puis trafic divers et variés, mais qui concerne en premier lieu la méthamphétamine, qui est fabriquée sur place à travers d'innombrables petits labos clandestins. Voilà à quoi ressemble Prairie Rose, qu'on pourrait résumer comme étant un véritable petit enfer sur Terre pour la majeure partie de sa population. Et c'est là que revient Dashiell Bad Horse, 15 ans après avoir quitté la réserve, à l'époque où il était encore qu'un enfant. Et Dashiell Bad Horse, comment présenter le bonhomme disons que c'est pas vraiment le genre de type que t'as envie de bousculer dans un bar. En fait, je crois que t'as même carrément pas envie de fréquenter les mêmes bars que lui, histoire d'être sûr de pas le croiser. Parce que le monsieur, il est quand même un petit peu sanguin. D'ailleurs, la première fois qu'on le rencontre dans les pages de Scalped, dans un bar donc, il décide de se friter avec une bonne douzaine de types armés, alors que lui-même a pour seule arme un nunchaku. Donc Dashiell Bad Horse, mais surtout quand même Dashiell Bad Ass. Et donc, depuis son retour à Prairie Rose, il passe son temps à casser des gueules et à se faire casser la gueule. Jusqu'à ce qu'il pousse le bouchon un poil trop loin, qu'il s'attaque à un petit peu trop fort pour lui, et qu'on le conduise devant Lincoln Red Crow. Et Lincoln Red Crow, c'est l'homme le plus puissant de Prairie Rose. Officiellement, c'est le président du conseil tribal des Oglala, qui est la tribu qui occupe la réserve. C'est également lui qui représente la loi, puisque il est aussi le shérif local. Mais c'est surtout lui qui dirige en sous-main toute la criminalité de Prairie Rose. Il n'y a pas $1 issu du trafic de drogue, d'armes ou de la prostitution sur lequel il ne touche pas sa part. Et puis, pour finir, Lincoln est aussi le manager du casino, qui est à quelques jours d'ouvrir ses portes au moment où débute le récit. Et Lincoln Red Crown a très bien connu Dashiell quand il était enfant. En fait, on va le découvrir très vite, mais Lincoln était très proche de la mère de Dashiell, Gina, et leur relation à l'époque et aujourd'hui sera même un des éléments majeurs de toute cette histoire. Et que va faire Red Crow de ce jeune type qui passe son temps à se battre avec tout le monde depuis son retour ? Il va l'embaucher comme flic. Parce que, il a besoin d'un type comme lui qui se laisse pas intimider par qui que ce soit ou quoi que ce soit, et que, il faut bien s'occuper des criminels qui tentent de faire leurs petites affaires sans verser leur obol à Red Crow, ou bien il faut aussi effrayer les quelques habitants qui manifestent, parfois violemment, contre l'ouverture du casino. Et c'est à l'occasion d'une de ces descentes de police que Dashiell va recroiser pour la première fois sa mère, Gina, qu'il n'a plus revue depuis 15 ans. Et on va dire que les retrouvailles vont pas se faire dans la joie et la bonne humeur. Bon, d'ailleurs, en règle générale, rien se fait jamais dans la joie et la bonne humeur après Prairie Rose. Ce premier épisode va introduire, parfois très brièvement, d'autres personnages qu'on va retrouver tout au long de la série. Il y a notamment Shonka, qui est le bras droit de Lincoln Red Crow et qui est l'exécuteur de ses basses œuvres. Il y a Diesel, qui est le compagnon de la mère de Dashiell. Il y a Dino, qu'on va croiser dans le 2e épisode, qui lui est un jeune type qui essaie de mener une vie normale et qui est sans arrêt obligé de tremper dans des affaires louches. Alors, chacun de ces personnages aura droit par la suite à un ou plusieurs épisodes dans lesquels Jason Aaron va s'intéresser plus spécifiquement à leur histoire. Parce que chacun va tenir un rôle important dans l'histoire à venir,
et que Scalped, c'est quand même avant tout une série qui va s'intéresser à une galerie de personnages plutôt qu'à un personnage en particulier. Et même le personnage de Dashiell Bad Horse, dont on peut penser qu'il est le personnage central de ce récit, il va à un certain moment être mis en retrait pour que Jason Aaron puisse s'intéresser davantage à d'autres personnages et à leur propre histoire. Alors, un autre personnage important qu'on va croiser dans ce premier épisode, c'est Carol, la fille de Lincoln Red Crow, et également l'ancienne petite amie de Dashiell Bad Horse. Et clairement, c'est plus du tout la gamine innocente que Dashiell a connue autrefois. C'est une femme vraiment cabossée par la vie, qui a rompu en plus tout contact avec son père, et qui passe quand même le plus clair de son temps à s'auto-détruire. Un autre personnage important, c'est le tout premier qu'on aperçoit quand l'histoire débute, mais dont, dans un premier temps, on sait absolument rien, même pas son nom, et surtout pas le rôle qu'il a appelé à jouer dans la suite de cette histoire. Et là, en fait, au cours de ses premières apparitions, ce personnage, il se tient systématiquement en retrait de l'histoire. C'est un peu l'observateur extérieur, mais le peu qu'il dit laisse penser qu'il sait quand même beaucoup de choses sur ce qui est sur le point de se passer à Prairie Rose. Alors, vraiment, ce premier épisode de Scalped, il parvient remarquablement bien à introduire une quantité quand même assez impressionnante de personnages et à mettre en lumière leurs relations qui sont souvent conflictuelles et tout en restant un épisode très rythmé avec quand même plusieurs scènes de baston. Et puis il donne également à voir dans ses grandes lignes le cadre dans lequel va se dérouler cette histoire, c'est-à-dire Prairie Rose, ses bars sordides, ses trafics et puis ses habitants. Je rappelle quand même que à l'époque, Jason Aaron est un quasi-débutant, et je trouve qu'il fait vraiment montre ici d'une maîtrise assez impressionnante dans la construction de son récit. Et puis, ce premier épisode va se terminer sur une grosse révélation. Là, je suis obligé de spoiler, sans quoi je vais quasiment plus rien pouvoir raconter par la suite. Donc, si vraiment vous voulez en savoir le moins possible avant de commencer à lire Scalped, je crois que là, c'est le moment de se dire au revoir. Revenez plus tard, ça me fera plaisir quand même. Alors, pour ceux qui sont encore là, si vous êtes prêts, attention, on y va. Dans les dernières pages du premier épisode, on découvre la véritable raison pour laquelle Dashiell Bad Horse est revenu à Prairie Rose 15 ans après. C'est un agent du FBI infiltré. Et c'est l'occasion également de rencontrer le dernier personnage important introduit dans ce premier épisode, l'agent spécial Neat, qui est le supérieur de Dashiell. Et qui est aussi l'homme qui a juré de faire tomber Lincoln Red Crow. Pourquoi ? Ça, on va le découvrir un petit peu plus tard. Le deuxième épisode se poursuit sur le même schéma que le précédent, parce que il reste encore une paire de personnages à introduire. Il y a Dino Pourbaire, qui est le jeune type que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Il y a surtout l'officier Franklin Fallsdown, qui lui est le seul flic intègre de toute la réserve, et qui, de ce fait, est considéré par Lincoln Red Crow comme une épine dans son pied. Une épine dont il va tenter de se débarrasser, ce qui va constituer le cliffhanger de ce deuxième épisode. Avant ça, Jason Aaron va développer davantage quelques éléments du récit, les opérations criminelles qui ont lieu dans la réserve, le rôle qui joue Red Crow, et puis aussi les retrouvailles entre Dashiell et Carol. Le tout entrecoupé de scènes d'action qui sont, je trouve, assez formidablement bien mises en scène par R.M. Guerra. Et Jason Aaron finit de poser son cadre dans le troisième épisode, qui offre à nouveau un mélange idéal entre
action et scènes consacrées aux différents personnages, mais le tout vraiment toujours dans une ambiance tendue, en permanence. Alors, l'épisode 4, lui, il entame un deuxième arc en 2 épisodes. Ça y est, je l'ai perdu. Bien là. Un arc intitulé Okahei, qu'on pourrait traduire par En avant, et qui était en fait surtout le cri de guerre des Lakota, dont les Oglala constituent une des tribus historiques. Alors, cette partie va revenir sur ce qui est arrivé à Prairie Rose une 30aine d'années plus tôt, en 1975. Et à l'époque, certains membres de la réserve militaient pour les droits des Amérindiens, et tout s'est terminé de manière tragique quand 2 agents du FBI ont été kidnappés puis abattus. Et les activistes en question sont immédiatement devenus des terroristes. Et parmi eux, on trouve Lincoln Red Crow et Gina Bad Horse. Et il s'agit d'un double meurtre pour lequel ni l'un ni l'autre n'ont été condamnés. C'est un autre qui purge actuellement une condamnation à perpétuité en prison, sans qu'on en sache beaucoup plus dans un premier temps. Mais c'est également ce qui explique l'obsession de l'agent spécial Neitz de faire tomber Red Crow pour ce double meurtre, dont Neitz est persuadé qu'il est responsable. À côté de ça, Dashiell Bad Horse continue de tenir le rôle principal. On apprend ici davantage sur son passé et aussi sur ce qu'il a fait depuis qu'il a quitté la réserve. Et puis, sa relation avec Carol va elle aussi progresser très vite. Il y a entre les deux une sorte d'attraction irrésistible, mais dont on sait d'emblée qu'elle peut être bonne ni pour l'un ni pour l'autre. Au terme de ces 5 premiers épisodes, on est d'ores et déjà familier avec la majeure partie du casting. Les enjeux sont assez clairs pour la plupart d'entre eux, et très clairement, on n'a vraiment pas eu le temps de s'ennuyer une seule page tout au long du récit. Et Jason Aaron va boucler cette première partie avec une nouvelle révélation choc. Alors, celle-ci, je vous dirai pas de quoi il s'agit, si ce n'est quand même pour dire que quelqu'un va mourir. Ça on le découvre tout de suite. Pourquoi ? Là, par contre, il va falloir patienter. Et d'ailleurs, dans les épisodes suivants, qui sont réunis dans le 2e trade paperback, qui s'appelle Casino Boogie, Jason Aaron ne va pas du tout aborder la question. Le lecteur, lui, il sait que quelqu'un est mort. En revanche, personne n'a encore découvert le corps. Ça n'arrivera que dans les toutes dernières pages de ce 2e trade paperback. En fait, dans cette 2e partie, Jason Aaron va consacrer un épisode à chacun des principaux personnages du récit. Et chaque épisode se déroule en même temps que les 5 autres, mais certains éléments de l'histoire qu'on découvre dans tel épisode trouveront leur explication que dans tel autre. Et c'est une construction du récit que je trouve vraiment habile, et là encore, venant d'un débutant comme Aaron, ça peut que forcer le respect, je trouve. L'épisode 6, il se focalise sur Dashiell Bad Horse. Il revient rapidement une fois encore sur son passé pour nous en apprendre davantage. Mais en fait, son histoire va surtout servir de canevas aux autres histoires qui vont venir s'insérer dans la sienne et remplir certains blancs laissés volontairement par Jason Aaron. Alors, l'action principale, elle se déroule au moment de l'ouverture du casino. Et Jason Aaron va mettre en place une série de flashbacks pour raconter ce qui s'est passé juste avant et ce à quoi ça va aboutir. L'épisode 7, lui, il est consacré à Lincoln Red Crow. On en apprend là aussi davantage sur son passé, y compris sur son enfance, lorsque des prêtres bien intentionnés tentaient de lui inculquer la religion catholique et de lui faire renier son histoire et sa culture
à grands coups de trick. On découvre également que la construction du casino, en fait, elle a été financée par une organisation criminelle d'origine asiatique, les Hmong, et que, ils sont assez inquiets de voir l'ouverture du casino menacée par des manifestants, à tel point qu'ils décident d'envoyer sur place un de leurs, on va appeler ça un de leurs émissaires, qu'on va retrouver plus tard dans la suite du récit. On retrouve aussi dans cet épisode, comme dans le précédent, ce personnage énigmatique qu'on aperçoit depuis le début de la série, mais sans savoir grand-chose de lui. Ici, on apprend au moins son nom, Catcher. Par contre, pour ce qui est de ses intentions et de ses motivations, pour l'instant, tout ça reste volontairement très vague. L'épisode 8, lui, il s'intéresse à Diesel, le compagnon de Gina, qu'on a fait guère qu'apercevoir jusque-là. Alors, on pourrait dire que, contrairement aux autres personnages, Diesel n'est pas indien, sauf que, si je dis ça, cet enfoiré, il va me péter les rotules. Diesel, d'une certaine manière, il est plus indien que tous les autres personnages réunis. Il est obsédé par la culture indienne, pour des raisons qui sont parfaitement bien expliquées au cours de cet épisode. Bon, à côté de ça, c'est aussi une brute épaisse et un authentique salopard, même si c'est évidemment loin d'être le seul à répondre à cette définition parmi les différents personnages de la série. L'épisode va mettre notamment en scène un long affrontement entre lui et Dashiell, et qui va culminer avec une grosse baston au milieu de taureaux en furie. Et puis, l'épisode va se conclure sur une nouvelle révélation. Jason Aaron adore ce genre de chute pour ses épisodes. Une révélation qui donc, cette fois, concerne Diesel. L'épisode 9, quant à lui, il est consacré à Catcher, l'énigmatique personnage dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on n'en apprend pas beaucoup plus sur qui il est et surtout sur son rôle dans toute cette histoire, mais on découvre quand même certains aspects de sa personnalité. Et alors si Diesel, dont je parlais tout à l'heure, est celui qui revendique le plus ses origines indiennes, quand bien même elles sont assez douteuses, Catcher, lui, c'est le véritable porteur de toute une tradition, de tout un tas de croyances spécifique à son peuple et à ses ancêtres. Et puis, c'est aussi le personnage qui introduit une petite dose de fantastique ou de surnaturel dans le récit, à travers les visions qu'il a de temps à autre. Alors, on peut les considérer comme les délires d'un fou, ou on peut les considérer comme de véritables visions. En fait, Jason Aaron, il tranche pas, et de fait, il laisse chaque lecteur libre de les interpréter comme il veut. L'épisode 10, c'est un des plus terribles. Il s'intéresse à Dino Pourbaix et à son quotidien, à sa famille, sa frangine, enceinte jusqu'aux yeux et défoncée H24, sa fille en bas âge, pour laquelle il fait vraiment tout son possible pour s'en occuper du mieux qu'il peut. Il est question de son boulot de technicien de surface au casino pour subvenir aux besoins de sa famille. Et puis, il est question aussi de ses potes pas franchement fréquentables. Et puis, toutes les tentations d'accepter des boulots franchement pas légaux pour gagner davantage, juste pour espérer se sortir de la misère dans laquelle il vit. Dino est constamment en fait pris entre deux feux, entre sa volonté de se montrer responsable et de proposer un modèle à sa fille quand elle grandira, et puis, de l'autre côté, les solutions de facilité, qui sont en fait surtout les seules solutions qui s'offrent à lui la plupart du temps. Et l'histoire de Dino, c'est vraiment la tragédie ordinaire de tous ces gamins qui grandissent dans un endroit aussi sordide que Prairie Rose, qui rêvent d'un autre part meilleur, et qui savent ce qu'il en coûte
pour accéder à ce genre de rêve. Et puis, on termine ce deuxième trade paperback avec l'histoire de Gina Bad Horse et ce qu'elle a vécu une trentaine d'années plus tôt, et sa culpabilité aujourd'hui de savoir que un innocent se trouve en prison pour le meurtre de 2 agents du FBI, des meurtres qu'il n'a pas commis. Et ce deuxième trade paperback va se conclure au même point que le premier, si ce n'est que cette fois, le corps en question est découvert et que l'intrigue liée à cette mort va pouvoir enfin se développer. Et c'est ce qu'on va lire dans Dead Mothers, le 3e trade paperback. Alors, le premier épisode, l'épisode 12, c'est le premier épisode de la série à ne pas être dessiné par R.M. Guerra. Là, il est remplacé pour l'occasion par John Paul Leon, qui est en fait chargé de mettre en scène les cauchemars récurrents que fait Dashiell chaque soir. Alors, c'est un épisode qui est à part du reste du récit, et qui interroge les motivations profondes de Dashiell à revenir à Prairie Rose, au-delà de la mission qu'on lui a confiée. L'enquête sur la mort qu'on a découvert plus tôt, elle va débuter à l'épisode suivant, mais en parallèle, on suit une autre enquête sur un autre meurtre, et qui est le meurtre d'une prostituée étranglée par un de ses clients, lequel client a évidemment aussitôt disparu dans la nature, ce qui va obliger Dashiell à se lancer à sa recherche. Et l'affaire est d'autant plus tragique que la prostituée, elle laisse 5 orphelins derrière elle, dont l'aîné qui va tout faire pour protéger ses frères et ses sœurs, et qui va faire promettre à Dashiell de retrouver l'assassin de sa mère. Alors là encore, ça donne lieu à des scènes assez terribles, l'histoire de ces gosses livrés à eux-mêmes quand leur mère était encore vivante, et qui, malgré tout ce qu'ils ont vécu, arrivent à se trouver dans une situation encore pire, maintenant qu'elle est morte. L'enquête de Dashiell Bad Horse sera bouclée assez rapidement, sauf que, d'une part, elle va se terminer de manière particulièrement tragique, ce qui va ajouter encore de l'horreur à l'horreur. Et puis, d'autre part, l'identité du meurtrier va compliquer encore davantage la situation dans laquelle Dashiell se trouve. C'est également le moment que Jason Aaron choisit pour reprendre une intrigue qu'il avait lancée quelques épisodes plus tôt, avec l'arrivée à Prairie Rose de Mr. Brass, l'envoyé des Hmong, chargé de s'assurer que leurs intérêts financiers autour du casino sont bien protégés. Et le Mr. Brass en question, c'est l'archétype du tueur sadique qui paye pas de mine. C'est un vieil homme pas bien grand et manchot en plus, et qui en fait est un expert en matière de torture absolument atroce. Et il aura évidemment très vite l'occasion de faire la démonstration de ses compétences en la matière. Dead Mothers termine par un autre épisode qui n'est pas dessiné par R.M. Guerra. Cette fois, c'est David Furneaux qui le remplace pour une histoire consacrée à l'officier Franklin Fallsdown, qu'on n'avait plus vu beaucoup depuis ses premières apparitions au début de la série. Et une fois de plus, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, Jason Aaron prend le temps de revenir sur l'histoire du personnage, sur les moments clés de sa vie qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est vraiment un des points forts de Scalped, c'est cette attention que porte Jason Aaron à chacun de ses personnages, l'épaisseur qu'il leur donne petit à petit, épisode après épisode, vraiment. Et voilà, grosso modo, pour le premier tiers de la série.
18 épisodes sur les 60 qu'elle compte au total. C'est brutal, c'est noir, c'est ancré dans une réalité le plus souvent sordide. C'est un mélange de haine et de désespoir qui habite la plupart de ces personnages. Et puis, en même temps, c'est d'une humanité assez bouleversante. Et finalement, on se rend compte que aucun de ces personnages n'est mauvais par essence, même ceux qui commettent les pires horreurs. Ils sont vraiment le produit de leur milieu et de leur histoire. Et clairement, aucun a choisi d'être ici, ni de vivre ce qu'il a vécu. Et c'est vraiment ce qui fait de Scalped un des comics les plus forts qui m'ait jamais été donné de lire. Et si vous connaissez pas encore ce titre, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de le découvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite, ce sera quand Urban Comics publiera le 2e tome. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et c'est tout nouveau, vous pouvez aussi visiter la mare aux comics de Quack Kent. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.